Bonjour, je suis Vanina Prélat-Lerminier, journaliste pour Stratégie. Je suis ravie de vous accueillir sur ce troisième jour de la Discovery Week Commerce, événement co-organisé par Stratégie et Facebook. Alors, pardonnez-moi pour les anciens, mais pour les nouveaux inscrits de cette session, je rappelle le principe de cet événement. Un jour égale un secteur à explorer en termes de tendance de social commerce et de réinvention des parcours d'achat, puisqu'on sait que toutes ces choses-là ont profondément bougé ces 14 derniers mois. Et ceux qui ont pu, avec nous hier, déjà découvrir l'exploration du secteur auto le savent. Notre session est décomposée en deux parties. D'abord, nous aurons le plaisir d'accueillir les équipes Facebook qui viendront nous présenter les derniers insights du secteur, les grandes tendances, mais aussi les derniers produits, solutions ou outils digitaux qui permettent d'accompagner les marques du secteur aujourd'hui dans ces transformations qu'on est en train d'observer. Et je reprendrai ensuite l'écran dans un deuxième temps et j'aurai la chance de le faire avec deux très belles marques de ce secteur. J'ai nommé Castorama et Auchan pour partager concrètement leur expérience sur ces nouveaux parcours d'achat et la manière dont ils ont été mis en place de manière agile depuis le 13 mars 2020. Place maintenant à la présentation des équipes Facebook. J'ai le plaisir d'accueillir Amélie Péan Egui, Retail Industry Manager, Raphaël Lefebvre, Client Partner. Amélie, Raphaël, bienvenue et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Vanina. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette section dédiée au retail. Avec Raphaël, on va ouvrir du coup cette session, comme le disait Vanina, pour vous parler de 4 tendances qui aujourd'hui sont en train de forger un peu ce secteur du retail. Et puis, du coup, on va vous montrer quels sont les outils que nous développons chez Facebook pour répondre à ces tendances. Donc, moi, je suis Amélie. Je dirige une partie des équipes retail. Donc, au sein de cette équipe retail chez Facebook France, on accompagne en gros les 50 plus gros annonceurs du secteur de la distribution qui sont soit des magasins physiques, comme Castorama et Auchan, soit également des pure players. Et je suis ce matin avec Raphaël, qui est du coup client partner au sein des équipes commerce de Facebook. Comme on peut le voir sur ce premier slide, et on le sait tous, vous l'avez tous constaté, soit en tant que retailer, soit en tant également que consommateur, c'est qu'on sort d'une année 2020 qui a été une année de transformation digitale sans précédent, avec une montée très forte de l'e-commerce, parfois à marche forcée, rappelons-nous, avec ces magasins fermés, il a fallu faire preuve de beaucoup d'agilité, notamment pour les enseignes traditionnelles. Et puis, il y a 3 éléments qu'on a vus au-delà de cette croissance de l'e-commerce qui a été très forte l'année dernière et qui continue à être très fort sur ce premier trimestre 2021. Vous pouvez voir à droite du slide les chiffres de la FEVAD. Je pense qu'il est particulièrement intéressant, c'est de voir que les acteurs, les commerces physiques, donc les acteurs plus traditionnels, brick and mortar du secteur du retail, ont vu continuer de voir leur vente e-commerce grandir très fortement, plus vite même que celle des pure players. On a vu la croissance de nouveaux canaux de distribution, c'est l'apogée du click and collect, le lancement des drives, la continuation des drives piétons aussi dans l'alimentaire. Nous, côté Facebook, on a pu voir la prise en main très forte de nos plateformes de messagerie que sont Messenger ou WhatsApp dans l'accompagnement des marques, de leurs clients dans les parcours d'achat. Et puis, plus récemment également, l'émergence de ce nouveau phénomène de live shopping. Donc, l'avenir du retail, on voit qu'il est déjà là. Si on regarde un peu maintenant sur le slide d'après, ce qu'on va faire ce matin avec Raphaël, c'est vous parler de ces 4 tendances qui transforment le secteur du retail et de voir parmi la pléthore de solutions et parmi ce fameux système de discovery commerce dont vous avez déjà entendu parler cette semaine, quelles sont dans ce système de discovery commerce les solutions qui vont vous permettre d'accompagner ces transformations que connaissent vos organisations et vos clients. Si on parle de cette première tendance, je le disais déjà un petit peu en introduction, c'est des tendances qui sont là pour durer. Si on regarde 2020, ce qui s'est passé auprès des consommateurs, on voit en France que 56% des consommateurs ont fait évoluer leur mode de consommation l'année dernière. Alors, par évolution de leur mode de consommation, c'est plusieurs choses. Ça peut être un changement de canal. Donc, par exemple, je suis passée du magasin à l'e-commerce, parfois évidemment un peu à marche forcée entre magasins fermés, rayons essentiels, produits essentiels et non essentiels. Ça peut être également un changement d'enseigne. On a vu l'année dernière, et je pense que tout retailer ici parmi nous l'a vécu, un changement un peu de la fidélité avec des clients qui ont changé leur habitude d'achat et qui ont aussi
eu tendance à être moins fidèles. Et puis, c'est également la découverte de nouvelles marques, l'achat de nouveaux produits. Ce qui est intéressant de voir, au-delà des changements qui ont eu lieu en 2020, ce qu'on peut voir sur la slide d'après, eh bien, c'est que ces comportements, ils sont là pour durer. En effet, on a interrogé les consommateurs à travers le monde pour comprendre est-ce qu'ils allaient continuer ces nouveaux modes d'achat ou bien est-ce qu'ils allaient revenir maintenant qu'on est en France sur une situation plutôt positive avec les magasins réouverts, est-ce qu'ils vont retourner en magasin? Eh bien, ce qui est intéressant de constater, c'est que la moitié de ces consommateurs interrogés nous disent qu'ils vont continuer à acheter davantage en ligne. Donc, on ne va pas revenir au monde d'avant. Cette transition est vraiment en marche et cet apogée de l'e-commerce, on va continuer de le vivre dans les mois, trimestres et années qui viennent. Si on regarde ensuite sur le slide d'après, ce qui est aussi intéressant de noter quand on parle de ces changements des consommateurs, évidemment, c'est la consommation média. Ce qui est très intéressant, c'est que l'année dernière, eh bien, la consommation média a évolué. Les gens ont beaucoup utilisé le mobile, notamment. Donc, vous pouvez voir ici sur la courbe l'évolution de la consommation média en France entre 2013 et 2020. Donc, en cette année, le mobile a une très forte augmentation. Aujourd'hui, en France, c'est le deuxième écran. Si on regarde le marché européen, le mobile est aujourd'hui le premier écran en Europe, deuxième en France derrière la télé. Et ce qui a été particulièrement intéressant quand on parle de ces usages médias, c'est de voir que l'année dernière, ce qui a vraiment évolué en fait dans cet usage mobile, eh bien, c'est les populations les plus âgées qui ont quelque part rattrapé l'écart avec les populations les plus jeunes. Donc finalement, aujourd'hui, en France, c'est une très grande majorité de Français, peu importe son âge, qui utilisent massivement le mobile comme son deuxième écran de consommation média. Donc, toutes ces transformations fait qu'on a vraiment fait évoluer, en tant que consommateur, la manière dont on effectue des achats. Avant, on allait faire du shopping, je me revois dire je vais en ville faire du shopping, soit on avait ces moments très précis dans la semaine où on allait se rendre en magasin, ou bien même en ligne où l'achat e-commerce était un achat assez de routine, un achat assez fonctionnel. On est passé de ça à finalement, avec notamment cet avènement du mobile, à une possibilité d'être always shopping. C'est-à-dire que les achats en ligne, ils peuvent être une expérience immersive, personnalisée, car avec son mobile, et qui sont vraiment aujourd'hui intégrés aux activités du quotidien. Voilà, je vais prendre la suite. Merci Amélie pour ce début sur la découverte qui s'effectue effectivement beaucoup sur les réseaux sociaux, et on va pouvoir voir sur la slide suivante qu'effectivement la manière dont on consomme, dont on réalise nos ventes en ligne, aujourd'hui il y a deux façons de faire. Il y a cette façon un petit peu historique, lorsqu'on sait ce qu'on veut, on va chercher les éléments sur une plateforme de recherche, sur le site d'un e-commerçant, et ça ne changera pas. Mais ce qui arrive en plus finalement, c'est cette capacité qu'on a sur les réseaux sociaux de découvrir de nouvelles choses, que ce soit culturel, que ce soit des informations, des passions, mais aussi des produits et des services. Donc, chacun en fait l'expérience, bien sûr, de manière personnalisée sur son mobile. Et donc, ce qu'on observe, c'est que ce sont les produits qui viennent à nous. Donc, il y a une notion d'inspiration qui est très forte sur les réseaux sociaux, et cette inspiration, bien sûr, elle est cruciale pour le commerce. Donc, on peut illustrer tout ça sur la slide suivante avec quelques chiffres. Donc, globalement, on sait que historiquement aussi, ce sont bien les étagères des magasins qui constituent la découverte chez les consommateurs, sauf que la crise a pas mal chamboulé tout ça. On est dans un contexte où les magasins étaient fermés pendant de nombreuses semaines, et donc effectivement, les habitudes se sont recentrées davantage encore sur le mobile, sur l'activité digitale. Et ce qu'on peut voir, c'est que la découverte se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, devant la télévision, devant les moteurs de recherche, etc. Et forcément, aujourd'hui, c'est un moyen sur lequel on peut s'appuyer, du coup, lorsque les magasins sont peut-être un petit peu moins fréquentés, pour initier de l'inspiration, pour pousser l'offre, pour faire en sorte que les produits soient découverts. Donc, comment, en gros, les réseaux sociaux arrivent-ils aujourd'hui à se hisser en première position quand il s'agit de découvrir des produits ou des marques? Alors, sur la slide suivante, on le voit bien évidemment, et vous le savez tous, c'est l'audience. L'audience, Facebook France, c'est 40 millions de personnes tous les mois, 28 millions tous les jours. Donc, forcément, c'est un média de masse, mais c'est aussi un média d'inspiration et de découverte. On le voit aussi parce que 600 millions de personnes sont tous les jours sur des groupes qu'ils considèrent du coup pour se renseigner, pour découvrir de nouvelles choses. Et la deuxième raison sur la slide suivante, c'est bien évidemment que Facebook a cette capacité
à proposer les bonnes offres à la bonne personne et au bon moment. C'est bien sûr symbolisé par ce que vous voyez là, qui sont les Dynamic Ads, pour mettre votre catalogue produit en face des consommateurs qui sont en recherche ou justement qui ne sont pas en recherche et qui trouvent des produits de cette manière-là. Et pour vous donner un peu une idée, ce sont 200 000 milliards de décisions automatisées par jour que Facebook arrive à générer pour créer 3,3 milliards d'expériences personnelles. Tout ça, bien sûr, pour relier le commerce aux 200 millions d'entreprises qui sont connectées sur nos plateformes. Donc, il y a un parallèle qui est intéressant et qui est celui-ci, c'est le catalogue. Le catalogue dans la grande distribution, c'est l'outil de découverte historique par excellence. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un le prend en main, il va le parcourir, il va découvrir les offres de l'enseigne la plus proche, le plus souvent. Et donc, c'est littéralement le pilier, la clé de voûte de la communication dans la grande distribution. Donc, pourquoi aussi un média de masse? Parce que ce sont jusqu'à 20 millions de personnes en fait qui peuvent le recevoir dans leur boîte aux lettres. Et puis, c'est un média d'inspiration, bien évidemment, parce que souvent, il y a plus de 300 produits à l'intérieur. Donc, c'est un outil formidable pour découvrir le Fondrion. Encore faut-il qu'il soit pris en main, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats là-dessus. En tout cas, il y a de l'évolution. Et le parallèle qu'on aime bien faire aussi, c'est justement celui entre les réseaux sociaux et ce catalogue qui est un média de masse. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce point commun qu'ils sont un média de masse tous les deux, qu'ils sont un média d'inspiration tous les deux, à la différence peut-être que le digital et donc les médias sociaux vont permettre aujourd'hui d'affiner un petit peu plus la manière dont on cible les consommateurs. Donc sur la slide suivante, on voit déjà un petit peu comment ce catalogue évolue un petit peu sur les réseaux sociaux. La découverte, elle perdure en fait en ligne en retrouvant notamment ce e-catalogue. C'est une version PDF, c'est une version où on tourne les pages, donc tous les gens qui sont habitués au prospectus papier vont retrouver en fait littéralement leurs habitudes au sein de ces prospectus digitaux. Donc, c'est la raison pour laquelle, bien sûr, c'est un format qui est largement adopté aujourd'hui par la grande distribution. En revanche, il y a peut-être une chose, c'est que tous les consommateurs vont pas forcément se sentir concernés par ce type de format, notamment peut-être les plus urbains, notamment peut-être les plus jeunes. Sur la slide suivante, on voit encore une évolution supplémentaire, cette fois-ci avec des formats qui sont un peu plus immersifs. Alors à gauche, on a l'exemple de Leclerc qui reprend littéralement le contenu du prospectus papier, mais dans un format un petit peu différent qu'on scrolle de haut en bas aussi pour faciliter un petit peu la lecture. Et à droite, on a l'exemple de Auchan qui va encore un petit peu plus loin et qui va, autour de la thématique du saumon, par exemple ici, enrichir le format avec énormément d'informations. Il va y avoir des recettes autour du saumon, il va y avoir des informations sur le label rouge, qu'est-ce que c'est, il va y avoir ensuite des vidéos en fait, sur la provenance du poisson. Donc, en fait, aujourd'hui, on a cette option déjà de pouvoir moduler, de pouvoir enrichir, de pouvoir inspirer encore davantage au travers de ce que permet le digital et les formats présents comme l'instant expérience justement sur Facebook. Donc, on a une illustration un petit peu plus chiffrée juste après. C'est celle de Lidl. Là, encore une fois, on a le même type de format. C'est un géolivre qui a été effectué en Irlande où on a pu observer en fait qu'il y avait un retour investissement très fort. Donc, pour 1 euro investi, on avait 10 euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur les zones où la distribution, enfin, la campagne Facebook avait été exécutée. 2,7% aussi d'augmentation du nombre de clients qui achètent les produits qui sont promus dans ce format. Et puis, finalement, 2,3% du chiffre d'affaires, d'augmentation du chiffre d'affaires au global sur la campagne. Donc, les résultats sont assez clairs et nets. Donc, pour en revenir en fait à notre discours autour du discovery commerce, forcément, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de contexte sur la personnalisation, sur les données, mais force est de constater que les Français s'accordent pour dire que la technologie doit être au service en fait de leurs besoins, de la personnalisation, pour qu'ils puissent en fait trouver ce dont ils ont besoin. C'est un élément qui est clé aujourd'hui. Encore, bien sûr, il faut avoir la personnalisation sur l'écosystème de chacune des enseignes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est le point de contact qui est important et qui va ensuite générer le parcours du consommateur qui peut ensuite s'échapper sur le site de l'enseigne en question. Donc,
Sur la slide suivante, on voit encore un petit peu les 4 composantes qui sont un peu le moteur du Discovery Commerce. La première étape, c'est bien sûr la personnalisation. Donc, il y a un gros travail à faire sur la donnée, sur ce qu'on appelle la liquidité chez Facebook, donc avoir un maximum de données pour pouvoir cibler le bon utilisateur au bon moment avec le bon produit. Ensuite, il y a bien sûr une adoption des bonnes pratiques créatives, notamment sur le mobile, puisque c'est 95% des usages sur Facebook qui se font sur mobile. Donc, quand on a un prospectus papier qui contient 300 produits en face, qu'on a un petit écran mobile, la personnalisation, justement, et puis la maîtrise, en fait, de l'écosystème créatif va permettre de proposer les bonnes choses au bon moment. Et puis ensuite, bien sûr, ce qui est important, ça va être aussi de travailler le tunnel de conversion et de fidélisation pour que l'expérience d'achat et le parcours d'achat puissent s'exécuter de manière limpide et brancher sur tout ça, la partie violette, des outils d'optimisation et de mesures sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard, mais qui sont bien sûr aujourd'hui clés pour faire avancer en fait les campagnes et puis l'efficacité du mix média dans son ensemble. Donc, 2 exemples. Slide suivante, on a encore une fois un exemple qui est très simple, qui s'exécute en fait tout simplement au travers de flux produits qui se branchent sur les plateformes de Facebook et qui vont permettre à un utilisateur de découvrir l'ensemble des produits dont vous disposez, peut-être les produits qu'il a vus récemment lorsqu'il a navigué sur votre site, peut-être des produits similaires à ceux qu'ils ont vus, peut-être des produits populaires sur Facebook parce qu'on sait qu'ils marchent bien et qu'ils génèrent du clic et de l'interaction, ou peut-être tout simplement des produits suggérés pour chacune des personnes qui consultent ce type de catalogue. Donc, on est vraiment dans un degré de personnalisation qu'il faut pousser, qui va aussi amener la grande distribution, le catalogue, le prospectus à aller plus loin. Et sur la dernière slide de ce chapitre, sur la découverte, on a un exemple de digitalisation du prospectus en accord avec Smartly aussi, sur une enseigne hollandaise qui s'appelle Albert Heijn et qui a déjà fait en fait l'expérience sur une période plus longue et qui dit aujourd'hui effectivement faire des gains de temps exceptionnels au sein des équipes. Pourquoi? Parce qu'on est sur de l'automatisation. Donc, une fois que l'automatisation est en place, c'est facile, qui permet aussi du coup de générer une couverture sur site plus importante. Pourquoi? Parce que ce sont des formats qui parlent à toute personne et pas seulement à une partie seulement de la population, et parce que c'est personnalisé aussi, et donc le fait que ce soit personnalisé, ça permet de générer 21% de temps passé en plus sur les offres hebdomadaires. Et finalement, bien évidemment, un autre bénéfice collatéral, c'est bien sûr l'image de marque, puisqu'on est là sur des formats qui sont modernes, qui sont interactifs et qui génèrent bien sûr aussi une image de modernité pour l'enseigne. Donc voilà, on parle de marque et d'image. Je vais repasser la main à Amélie pour couvrir un petit peu ce chapitre-là aussi. Merci beaucoup, Raphaël. On peut voir avec le Discovery Commerce, avec l'explosion de l'e-commerce qu'on a connu, que le choix, comme le disait Raphaël, il est finalement aujourd'hui un peu infini pour les consommateurs. Ce qu'on a noté comme une tendance de fond, c'est que du coup, cette préférence de marque, cette image de marque, elle est du coup essentielle pour créer le premier achat ou même la fidélité. L'année dernière, on a interrogé les consommateurs et qui nous ont dit un peu sans surprise, parce que je pense qu'on le voit tous à travers de nos conversations et de nos vies personnelles, cette importance très forte pour la durabilité. Lorsqu'ils font un achat, c'est un critère pour eux. Et pour une personne sur 2 interrogée également, ce qui est important pour eux, la responsabilité des entreprises. Donc aujourd'hui, au-delà du prix, qui reste évidemment un angle important dans le secteur du retail, eh bien la mission de l'entreprise, ça devient un facteur essentiel. C'est encore plus vrai, comme on peut le voir sur le slide d'après, pour les populations les plus jeunes, donc les générations Z ou Y, qui apportent encore plus d'importance aux valeurs que vont partager les marques. Donc, c'est vraiment essentiel aujourd'hui, quand on veut parler de sa marque, de parler de ses valeurs, parce que ça va vraiment toucher les consommateurs. Alors, ceci est une chose. Aujourd'hui, si on regarde sur les plateformes Facebook et Instagram, on voit que, selon un sondage Ipsos, ce sont des plateformes sur lesquelles les utilisateurs, les consommateurs sont plutôt contents de voir les marques, puisqu'on peut voir par exemple que sur Instagram et Facebook, on a 43 et 40% respectivement d'utilisateurs qui disent « Je suis heureux de voir des marques sur ces plateformes », ce qui est bien supérieur par exemple à la télé qui est en bas de ce slide. Ce qu'on voit là, c'est que le discours de marque, il est très important, notamment les valeurs de l'entreprise. C'est les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu, qui auront bien pensé à leur mission, ces entreprises à mission, et que nos plateformes sont une plateforme idéale pour accueillir ce discours de marque.
maintenant, je vais vous montrer rapidement quelques formats. Raphaël vous en montrait. Donc, c'est vrai, quand on parle de branding, de préférence de marque sur nos plateformes, quel type de format on imagine? Eh bien, il y en a de nombreux. Il y a ceux que vous connaissez, je pense, bien si vous faites partie des 40 millions de Français qui utilisent la plateforme Facebook, par exemple. Ça va être les formats vidéo sur le fil d'actualité, également les stories qui sont disponibles sur Facebook ou sur Instagram, et puis les vidéos in-stream, par exemple, qui vont être des formats publicitaires plus longs et qui vont être diffusés au sein des vidéos partenaires de nos éditeurs de contenu. On a, et Raphaël en parlait, évidemment, des formats qui vont avoir un peu deux types d'objectifs, donc par exemple les collections et les instant experience. Donc Raphaël en parlait notamment pour cet exemple du catalogue, qui vont vous permettre en tant que marque à la fois avec du contenu vidéo de parler de la mission de votre marque, de les aspérités, la différenciation de votre marque, tout en mettant en avant des produits et encourager à l'achat. C'est aussi ça le discovery commerce, et parfois des cycles d'achat qui peuvent être plus courts. Si on passe, je voulais également vous présenter 6 autres formats assez rapidement. C'est évidemment une tendance de fond, c'est l'utilisation d'expériences de plus en plus immersives. Alors ça va pouvoir se faire avec, par exemple, des polling ads, qui sont des annonces avec un sondage. Donc, vous allez pouvoir sonder les utilisateurs de nos plateformes. Ça va être des publicités en réalité augmentée. On en parlera, je pense, tout à l'heure avec Romain Rouleau pour Castorama. Et puis, ça peut être également des playable ads, donc vraiment comme un mini-jeu qui va être diffusé sur Instagram ou Facebook pour vraiment engager vos consommateurs avec votre marque. Évidemment, on a toujours des nouveaux formats à venir sur le marché français qui, là aussi, comme le disait Raphaël, vont pouvoir, c'est vraiment des formats innovants qui vont aussi pouvoir faire passer un certain message de modernité et de compréhension des nouveaux usages sur nos plateformes. Ça va être, par exemple, comme on peut le voir sur Instagram aux États-Unis, la possibilité d'utiliser à la fois de la réalité augmentée pour, par exemple, tester des lunettes de soleil, mais avec, en plus, cette brique checkout, cette possibilité, sans quitter la plateforme Instagram, de réaliser un achat. Ça va être également l'utilisation du live shopping. Notamment aux États-Unis, on a cette brique de paiement disponible où on va avoir finalement de tout un discours de marque assez long. On va vraiment travailler sa marque, ses valeurs spécifiques et puis en même temps mettre en avant des produits. Également, on va pouvoir travailler ça avec des formats comme les tables shopping dans Reels sur Instagram. Je vais repasser la parole à Raphaël, qui maintenant va nous parler de mesures. Merci, Amélie. Donc, on peut passer à la slide suivante. Merci. L'omnicanalité, bien sûr, c'est quelque chose qui change. Les parcours d'achat changent énormément. Et aujourd'hui, bien sûr, avec toute la donnée qu'on arrive à accumuler, c'est essentiel de savoir mesurer l'efficacité des campagnes qu'on mène. Donc, aujourd'hui, la plupart d'entre vous, ou peut-être ceux qui nous écoutent, vous faites déjà de la mesure online. Donc, vous arrivez à rapprocher un petit peu des expositions online de votre chiffre d'affaires online. Aujourd'hui, l'enjeu clé dans cette omnicanalité, justement, c'est de pouvoir aussi faire la même chose avec les ventes offline qui, aujourd'hui, dans le retail, représentent souvent encore 90% du chiffre d'affaires. Voilà, d'avoir une vision qui est plus globale et de pouvoir, bien sûr, mesurer le retour sur investissement global de vos campagnes. Sur la slide suivante, on voit un petit peu aujourd'hui les moyens que vous avez aujourd'hui à disposition pour effectuer ce type de mesure. Donc, il y a quand même une chose qui est importante de notifier, c'est qu'il faut une échelle de campagne assez importante. C'est souvent sur du national, sur du régional, c'est un peu plus difficile de mesurer ça à l'échelle ultra-locale. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez déjà des moyens qui sont le conversion lift, qui est globalement basé sur la comparaison de deux groupes. Il y a un groupe qui va être exposé à la campagne sur Facebook et pas l'autre, toute chose étant égale par ailleurs. Et donc, le chiffre d'affaires réalisé en magasin derrière d'un groupe et de l'autre va être comparé pour, espérons-le bien sûr, mesurer un uplift, donc du chiffre d'affaires additionnel incrémental sur le groupe qui a été exposé à la publicité sur Facebook. Donc, c'est cette manière-là qu'on propose régulièrement sur Facebook. On peut le faire sous forme de géolift aussi. Donc, au lieu d'avoir des personnes qu'on reconnaît, qu'on isole, on va le faire avec des groupes géographiques et des groupes de magasins qui sont jumeaux et se dire, tiens, il y en a un groupe qu'on va exposer à la publicité et pas l'autre. Enfin, la population du groupe en question. Et puis, il y a un modèle dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, ce sont les marketing, qui sont des modèles qui sont plus macro, qui sont adoptés par de plus en plus d'entreprises et qui permettent, vous les connaissez certainement, mais de rapprocher en gros le chiffre d'affaires toujours des investissements médias qu'on fait pour pouvoir mesurer l'efficacité de chacun d'entre eux. Donc, il y a des modèles qui sont de plus en plus granulaires aujourd'hui et qui permettent d'aller loin. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'aujourd'hui, intégrer les ventes
offline dans l'équation vont permettre bien sûr d'avoir une vision beaucoup plus intéressante de l'efficacité de tous vos dispositifs en ligne. Sur la slide suivante, bien sûr, il y a d'autres objectifs qui sont cruciaux et auxquels on peut répondre grâce à l'intégration des ventes offline. C'est toutes les questions business du type l'influence de vos campagnes sur les ventes par catégorie, ça peut être la qualité des nouveaux clients vs les anciens clients, l'opportunité cross-sell, upsell, la compréhension du parcours client. Il y a une multitude de questions auxquelles on va pouvoir répondre en intégrant les ventes offline parce qu'on va pouvoir identifier beaucoup plus de choses, tout simplement. Et bien sûr, sur la slide suivante, on le voit aussi, c'est l'optimisation de vos campagnes. Aujourd'hui, quand vous faites des campagnes en ligne, vous avez des custom audiences, donc vous ciblez peut-être vos clients récents, vos clients un peu plus anciens, vos clients endormis, etc. C'est quelque chose qu'on fait encore relativement peu en ligne, offline encore, mais c'est quelque chose qui est parfaitement réalisable. Donc, toute cette stratégie que vous appliquez en ligne, vous pouvez déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'appliquer offline et donc optimiser vos campagnes de trafic vers les magasins pour réaliser du chiffre d'affaires avec des messages différents selon les personnes auxquelles vous allez parler et bien sûr toucher aussi des audiences qui sont similaires à ces personnes-là. Donc, c'est une stratégie qui reste à déployer encore pour beaucoup d'enseignes et qui va évidemment faire avancer en fait tout ce sujet d'omnicanalité et toute la précision avec laquelle on peut opérer les campagnes. Donc, un exemple sur la slide suivante très rapide qui date d'il y a quelques temps, c'est celui de Monoprix qui avait déjà fait ce test et qui avait observé que pour 1 euro investi sur les campagnes, 7,4 euros de chiffre d'affaires incrémental étaient générés et pour une augmentation de 1,4% du chiffre d'affaires des magasins. Donc, il y a un impact qui est évident, il faut le mesurer de plus en plus. Et je vais laisser maintenant la main à Vanina, Romain et Mathieu pour justement illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, mais avec des exemples cette fois-ci qui sont beaucoup plus précis. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Amélie. Alors je confirme, je découvrais votre présentation et effectivement on va voir la mise en pratique de beaucoup d'enseignements et de tendances que vous avez révélées sur cette première demi-heure. En tout cas, je vous remercie pour la richesse de cette présentation transverse. Je vais reprendre la main sur l'écran et le partager avec effectivement les deux marques dont on vous a parlé en début de session. Je remercie infiniment d'abord Mathieu Lepoutre. Vous êtes responsable média 360 pour Auchan. Auchan qui, je le rappelle, comme tout le monde le sait, est une entreprise implantée dans 13 pays avec pas loin de 2000 magasins, 1985 si mes informations sont bonnes. Et à vos côtés également, merci à Romain Rouleau d'être là. Romain, vous avez deux fonctions au sein du groupe Kingfisher France. Vous êtes d'une part directeur marketing digital et client pour l'enseigne Castorama France, mais vous êtes aussi directeur de la stratégie digitale de Kingfisher France. Alors, je rappelle que Kingfisher est également un groupe en fait qui regroupe 5 enseignes implantées dans 10 pays. Pour ne citer que quelques enseignes, vous regroupez notamment B&Q, Brico Dépôt, Screwfix ou Castorama. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec nous. On va avoir beaucoup de ponts entre la précédente présentation et votre propre expérience que j'ai pu découvrir avec vous pendant la préparation. Je sais d'ores et déjà, bon, ceci étant, ce n'est pas une surprise que c'est un mot qui est beaucoup évoqué depuis le début de notre semaine, mais qu'on va parler d'omnicanalité. On va bien sûr parler d'expérience en ligne, puisque c'est quelque chose que vous avez dû résoudre avec agilité lors de la fermeture des magasins. On reparlera, et ça rejoint le point de Raphaël, de mesures et de ces fameux MMM. Je crois qu'on le fera avec Mathieu. Et enfin, autre sujet qui a été évoqué par Amélie, je crois, ou par Raphaël, la digitalisation du papier, qui est effectivement un objectif de durabilité du secteur très prégnant en ce moment. Petite coupure à l'attention de notre auditoire. Je rappelle qu'un chat est disponible. C'est tout l'avantage du format webinar. Donc, si du temps nous reste en fin de session, nous pourrons répondre à certaines de vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser afin que nous puissions les proposer aux intervenants, qu'il s'agisse de Castorama et d'Auchan ou qu'il s'agisse des équipes Facebook. Si je reviens à ma table ronde, ma première question en fait est toujours la même depuis 2 jours, enfin depuis hier avec l'auto et aujourd'hui avec vous. C'est une question de recontextualisation et elle vous concerne tout particulièrement puisque vous avez été, encore plus que tout autre secteur, exposé très brutalement aux changements qui sont opérés. Pour vous, tout a commencé en fait le 13 mars 2020 avec une fermeture soudaine des magasins, des enjeux
de pressurisation très intense sur la distribution, que ce soit en termes de tension d'approvisionnement, mais aussi en termes de changement radical des comportements de consommateurs. Je pense que le fait de revenir sur ce que vous avez pu vivre et la manière dont vous avez adressé tous les problèmes peut être extrêmement intéressant pour comprendre effectivement ce qui s'est passé dans ce secteur-là. Alors, je donnerai d'abord la parole à Romain et puis ensuite Mathieu. J'aimerais bien aussi que vous nous donniez votre point de vue sur cette drôle de période dont nous ne sommes toujours pas sortis. Oui, merci beaucoup, Linda. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, notre contexte, il y a à peu près 16 mois, a été assez particulier, puisque du jour au lendemain, comme tout le monde, on a découvert ce mot confinement, avec la particularité d'un secteur, contrairement à d'autres, qui est le bricolage et l'amélioration de la maison, sur lequel, finalement, on n'avait pas d'historique sur notre capacité à ouvrir, notre droit plutôt, capacité d'ailleurs, notre droit à ouvrir ou pas. Donc, on a mis à peu près une semaine à se faire un avis, une position par rapport au contexte sanitaire, aux normes que nous devions appliquer. Et on a décidé, alors qu'on avait la capacité légale d'ouvrir, une semaine après, de réouvrir nos activités e-commerce dans le sens large du terme, uniquement. Et c'est ce qui a donc opéré les 7 premières semaines de confinement vague 1, on va dire, parce qu'après on a eu 2 et 3. J'espère que ça s'arrêtera à 3, mais bon, l'avenir nous le dira. Et en fait, cette période a été assez incroyable. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que j'opère dans le digital. Et une entreprise de cette taille-là, 12 000 salariés pour Castorama, à peu près la même chose pour Brico Dépôt. Donc, ça fait plus de 20 000 salariés sur un seul territoire. Donc, c'est quand même une grosse machine. Et une grosse machine qui s'arrête quasiment du jour au lendemain d'opérer son modèle économique et son commerce classique. Bah, moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu. Et donc, comment on a réussi à se transformer ? On a réussi à se transformer parce qu'en fait, on a pris beaucoup de décisions dans une logique, alors un terme très galvaudé qui est l'agilité, mais on peut utiliser un autre mot qui est le pragmatisme. Et on l'a fait de manière très pragmatique, très tangible, en prenant des décisions au jour le jour, et je pèse mes mots, réellement, chaque jour, on a pris des décisions différentes avec des modes de commerce qu'on a réinventés. On a pris un mode classique qui était click and collect. On l'a transformé et on a été les premiers à le faire dans toute la distribution spécialisée, en s'inspirant de ce qui existait dans l'alimentaire, justement, en créant le mot drive sans contact, qui n'existait pas avant mars 2020. Donc, c'est un modèle de drive classique dans l'alimentaire, avec la particularité, c'est qu'il n'y avait aucun contact entre le client et le collègue. Donc, ça, c'est un élément important. Ça ne se déploie pas de manière… on n'a pas fait des workshops, on n'a pas fait des séances de stratégie. On a implémenté ça en quelques jours, avec au début 5 000 produits, 6 000 produits, puis 10 000, puis 20 000, et puis progressivement de plus en plus de produits pour arriver à vendre à peu près tout ce que les clients avaient besoin pendant le premier confinement. Si vous vous souvenez, il faisait très beau en mars-avril, et donc on a eu une explosion de tout ce qui est peinture et jardin à cette époque-là. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, qui est en fait un peu le pendant de cette agilité, ce pragmatisme, c'est qu'en fait, on a gagné 3 ans dans notre accélération digitale. Moi, je suis arrivé en août 2019, évidemment avec des enjeux d'accélération digitale très forts. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur, la GSB en général, qui est plutôt un secteur qui était en retard par rapport à d'autres verticales de la distribution spécialisée. Et en fait, on avait enclenché un certain nombre de choses, on avait démarré un certain nombre de process, d'innovation. Et mars 2020, avril 2020 a été un accélérateur, un cataclysme, pour le coup positif, si tant est qu'il y en ait un, sur cette accélération digitale, avec énormément d'innovations qu'on a lancées, encore une fois, en test and learn. On a lancé une solution de recherche visuelle, on a lancé la capacité pour proposer aux clients de concevoir toute leur cuisine à distance, ce qui était… si j'avais proposé ça 3 mois avant, on m'aurait dit, mais non, quelqu'un qui veut acheter une cuisine, il faut qu'il se rende en magasin, c'est quand même un projet impactant. On a réussi à le faire à distance en joignant le téléphone, le physique et le digital. Et tout ça nous a permis ensuite, on en reviendra tout à l'heure, à travailler cette lame de fond. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu des pics, mais à chaque sortie de crise, à chaque sortie de confinement, on voit qu'on ne revient jamais au contexte d'avant. Et donc, vous faites confinement 1, confinement 2, confinement 3, et quand vous regardez la sortie il y a quelques semaines, donc mai 2021, par rapport à mai 2020, c'est-à-dire 1 an avant seulement, bah en fait, on voit que énormément de parcours, énormément d'approches clients ont changé, et l'usage du digital pour l'achat dans nos e-commerce
mais également dans l'interaction constante dans le parcours client, s'est avéré complètement accéléré, parfois x3, x5, même parfois x10. Et donc, compte tenu de la taille de l'entreprise, ce sont évidemment des enjeux qui deviennent économiquement très, très conséquents. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors moi, je rappellerai juste, mais c'est de manière globale pour toutes les entreprises, que vous, voilà, au vu du nombre de salariés, de votre taille, de votre structure, de votre déploiement, cette agilité a quand même été remarquable pour toutes les entreprises pendant le confinement. C'est un fait qu'on souligne pas toujours. Mathieu, je crois qu'il y a une certaine similarité dans ces constats que Romain tire aujourd'hui, puisque finalement, vous avez dû vous transformer à marche forcée, voilà, et avec une grande aventure en interne déjà à mener pour répondre à vos clients. Alors effectivement, je rejoins, on a tous vécu un peu la même situation. Le parcours de nos clients se sont beaucoup plus digitalisés. On a effectivement une croissance du e-commerce, mais aussi une croissance de nos drives. Et nous, ce que l'on a remarqué aussi, c'est que ça concernait vraiment l'ensemble des couches de la population, et notamment les plus âgés. Ce sont vraiment sur les seniors qu'il y a eu une accélération. On parle effectivement de plusieurs années gagnées sur ces typologies de clients dans l'appréhension de l'omnicanalité. Ensuite, pour nous, ça a été également une accélération sur l'omnicanalité avec l'apparition de nouveaux modèles digital que sont les drives piétons. Donc, le fait de pouvoir offrir l'offre drive à nos clients beaucoup plus urbains, donc accélérer le déploiement au cœur des centres-villes et donc proposer cette offre beaucoup plus large à disposition des urbains, ça a été aussi un facteur d'accélération. J'ai près d'une trentaine de drives piétons qui sont ouverts. C'est 300 qui seront ouverts d'ici la fin d'année. Et si bien qu'on aura finalement 2,5 fois plus de drives piétons que d'hypermarchés. Donc on voit bien, il y a une transformation, une digitalisation du parcours de course qui devient de plus en plus multiple. Et ça pour l'ensemble de nos clients. Et enfin, moi, ce que je retiens, c'est également le défi humain, l'agilité, parfois difficile. Les collaborateurs, les 60 000 collaborateurs d'Auchan qui devaient parfois fermer des rayons. Voilà, quand on est responsable d'un rayon et qu'on doit le barrer, c'est difficile. C'est la capacité d'adaptation, effectivement, de proposer du click and collect en magasin, du mobile ou du téléphone on collect en magasin. C'est adapter les plans médias en fonction de l'ouverture et des fermetures de rayons. On apprenait en même temps que le grand public quels étaient les rayons qui étaient encore ouverts, qui devaient fermer, etc. Et donc, on avait les plans médias qui étaient déjà programmés et qu'il fallait retravailler à la fois dans le média planning, à la fois dans la partie créative. Et voilà, et donc c'était un défi humain colossal, à la fois pour les équipes en point de vente, à la fois pour les équipes marketing, de pouvoir justement s'adapter et trouver une agilité qui permette, malgré, entre guillemets, l'adversité, de proposer à nos clients le meilleur service dans ces conditions. Alors, on a évoqué des choses très nouvelles. On a parlé effectivement d'une tendance qui ne reviendrait pas en arrière. On a parlé de l'embarquement de nouveaux consommateurs qui sont les seniors. On a parlé de nouveaux modèles business. C'est quand même de vraies ruptures. Au-delà de ça, on sait que le consommateur a changé. Il s'est profondément transformé. Je pense qu'il s'est même surpris lui-même en découvrant qu'il pouvait réaliser des choses autrement que dans ses habitudes. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous donner cette vision de ce nouveau consommateur, de ce consommateur de 2021, qui n'est plus le même que celui de 2020? Alors, c'est le consommateur qui a changé, mais c'est aussi le marché, puisque, comme je le disais, il y a une nouvelle offre, de nouveaux services, de plus en plus digital, de plus en plus digital. Aujourd'hui, on avait les scanners. Si on prend par exemple le parcours d'encaissement chez Auchan,
il y a la caisse classique, il y a les caisses directes, il y a le fait de pouvoir scanner ces produits avec la petite scannette. On a même maintenant la possibilité de pouvoir payer et scanner directement avec son mobile. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle offre de services qui répond à des besoins clients qui sont de plus en plus divers. Tout le monde ne souhaite pas forcément aller sur tel ou tel parcours de course. Donc, ce qui change, c'est effectivement la multiplicité de ces parcours qui, de plus en plus, mixent le digital et le physique. On voit bien que ce soit dans les parcours d'encaissement, que ce soit dans les parcours de commande, on a ce mix tout le temps entre le digital et le physique, quels que soient les canaux choisis. Et finalement, c'est ça la complexité, c'est le fait de pouvoir proposer à la fois cette offre très multiple dans le parcours client et d'être capable de comprendre quel est le parcours client qui correspond à chacun de ces clients. Donc, c'est à la fois l'accroissement et la complexité de la multicanalité, et c'est aussi le fait de pouvoir trouver le bon parcours pour le bon utilisateur, puisque certains utilisateurs seront appétents à tel ou tel mode, à tel ou tel parcours de caisse ou de parcours client ou de parcours média. On ne va pas tous consommer les mêmes médias, on ne va pas tous faire nos courses de la même manière. Essayer de comprendre comment pousser le bon mix, la bonne combinaison à chacun des utilisateurs. Et c'est ça le gros enjeu pour les marques comme Auchan, pour faire face à ces changements des utilisateurs qui viennent aussi d'un changement de l'offre. Oui, donc c'est effectivement cette fameuse individualisation dont on parle depuis très longtemps, mais qui a été plus que jamais rendue nécessaire puisque le client ne va plus forcément à la rencontre du produit, donc le produit devait venir à sa rencontre. Romain, vous avez quelle vision de ce nouveau consommateur? Est-ce qu'il est différent chez Castorama ou est-ce qu'on retrouve des similitudes? Alors, il est très différent et donc pour ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, on vient de passer quelques minutes à utiliser un terme qui est le terme changé autour du changement. Il se trouve qu'on a présenté il y a 2 jours publiquement, en tout cas, le travail qui avait été enclenché avant. On a démarré avant le Covid. Et en fait, ça s'est avéré encore plus d'actualité. Notre nouvelle signature et notre nouveau positionnement s'appelle « Changer nous fait avancer ». Donc, c'est parfaitement d'actualité. Au-delà de ça, pourquoi on a cette signature et ce repositionnement stratégique de l'enseigne? C'est que justement, on estime que aujourd'hui, la vie et les vies des Français sont très, très changeantes et qu'il n'y en a pas qu'une, elles sont multiples. Il peut se passer des tas de choses dans la vie des gens et donc dans leur maison, puisque finalement, l'élément central, et on l'a bien vu pendant ces confinements, la maison devient encore plus centrale dans le quotidien des Français. C'est vraiment un effet cocon et on y passe beaucoup plus de temps. On a un média propriétaire qui s'appelle 18h39. Alors en général, tout le monde me demande pourquoi 18h39. Et en général, il faut au moins 5 minutes pour faire croire aux gens que ça veut dire c'est le nombre d'heures passées par jour par les Français dans leur maison. Donc les gens ils me disent c'est pas possible. Et je dis si, c'est une moyenne évidemment lycée. Le week-end, on passe plus de temps. Il y a évidemment le sommeil qui joue dedans. Mais au-delà de la blague, 18 heures sur 24, ça montre le temps que l'on passe dans sa maison, dans son appartement. Et donc, ce changement, il est divers et il n'est pas toujours voulu. Parfois, on a envie de changer sa salle de bain. Et puis, parfois, on a un robinet qui fuit. On a une peinture qui s'écaille. Enfin, il y a plein de choses qui rythment la vie des Français. On connaît à peu près tous ce genre de problématiques. Et nous, notre posture, c'est de dire, compte tenu de ces changements qui se multiplient, qui se diversifient, qui s'accélèrent, ces vies aussi qui changent. On peut un jour habiter dans un appartement et passer dans une maison, acheter un appartement pour un investissement locatif. Enfin, il y a une pluralité absolument incroyable. Et à chaque fois, nous, notre posture, c'est de dire, on va être là pour accompagner de manière positive et responsable tous ces changements de la vie. Et donc, dans ces changements,
l'accompagnement dans un secteur qui est l'aménagement de la maison, il est absolument crucial. Et comme ce digital et cette omnicanalité est devenu quelque chose de parfaitement central dans le parcours des clients, on doit adapter et appliquer cet accompagnement sur l'intégralité du parcours. Dans la logique de conception, d'inspiration, on viendra tout à l'heure sur des exemples concrets, sur les parcours d'achat, évidemment avec l'accélération de l'e-commerce, mais également sur un certain nombre de services clés. Et un exemple concret que l'on lancera dans quelques semaines, c'est qu'on lancera le premier assistant vocal de bricolage qui permettra aux clients d'accéder à plusieurs centaines de contenus tutoriels au moment où ils sont en action, en train de faire leurs travaux. Et on sait que souvent, c'est quand on fait ces travaux qu'on n'a pas accès, on n'a pas les mains propres, on n'a pas son smartphone. Et donc, le fait d'interagir et de refaire un certain nombre d'étapes, c'est clé. Ça, c'est un exemple qui montre que l'omnicanalité, elle est partout. Elle est clairement une logique de fil rouge qui vient relier les différents canaux que sont évidemment d'abord les magasins, dans leurs multiples formats. On y verra tout à l'heure, on a testé nous aussi un certain nombre de formats urbains, en particulier dans le centre-ville de Lille, et on va continuer dans cette démarche-là. Ce qu'on appelle les big box, donc les magasins des grandes surfaces que vous connaissez, qui sont notre cœur de business, et évidemment l'accélération du digital. Et ce qui est assez nouveau, c'est l'intégration du digital à l'intérieur du point de vente. Ce qui, encore une fois, n'est pas très naturel pour ce secteur-là. C'est un secteur qui a aussi une complexité. C'est une dualité que j'utilise souvent parce que j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de voir plusieurs secteurs. Et c'est le seul secteur que je connaisse qui a cette dualité entre de l'achat simple, relativement rapide, et de l'achat très complexe et très engageant. Je prends souvent l'exemple, je veux acheter une ampoule ou un robinet, c'est relativement simple. Je veux refaire ma cuisine ou ma salle de bain, ça ne se fait pas en un coup de tête, c'est un investissement financier et puis surtout, ça va durer. Donc, comment j'interagis à toutes les étapes en utilisant au choix du client le digital ou le physique, c'est ça l'omnicanalité telle qu'on la conçoit et ce n'est pas nous qui déterminons si on veut le pousser vers un canal ou vers un autre, on doit être là, présent, systématiquement, de manière la plus fluide possible, au moment où il le souhaite, sur le canal et sur le point de contact qu'il le souhaite. Donc, une fluidité. Alors, vous me disiez pendant la préparation, attention, nous n'avons pas vocation à devenir une marque de e-commerce. En revanche, nous voulons proposer la fluidité la plus parfaite pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Et moi, je rappelle un chiffre que vous n'avez pas forcément donné là, mais que je trouve extrêmement intéressant dans votre capacité à accompagner vos clients dans des nouveaux parcours. Vous avez fait 1 million de drives cette année. Si le chiffre n'a pas été réactualisé, c'est 3,5 fois plus que l'année dernière. Donc, c'est une capacité de se transformer en temps réel par rapport à de nouveaux comportements et je vous en remercie. Il y a un autre sujet qui est très important et que j'avais aimé évoquer avec vous pendant la préparation, c'était lors de cette transformation brutale de vos modèles le 13 mars, j'ai cette date en tête, excusez-moi, c'était la capacité de recréer l'expérience en ligne. Alors, vous avez parlé du digital qui arrivait dans le magasin, mais il y a aussi, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant à raconter, puisque vous parlez aussi d'un retour en arrière qui n'arrivera pas, donc j'imagine que c'est une tendance qui va se développer, la capacité de recréer l'expérience en ligne. Vous avez évoqué le sujet cuisine, j'aimerais peut-être le creuser parce que je trouve que c'est quand même un objet très impliquant. Voilà, comment, et puis je crois que vous avez d'autres modèles de campagne exposés, comment on arrive aujourd'hui à recréer l'expérience en ligne auprès du consommateur pour que, comme vous dites pas, comme vous le dites, son parcours soit sans couture, qu'il soit en magasin ou en ligne. Oui, alors effectivement, c'est un enjeu qui est quand même très, très ambitieux. Il faut être honnête et humble. Transformer une expérience de projet, de complexité. On a parlé effectivement de la cuisine, on peut parler de la salle de bain, on a des sujets autour du rangement, qui est une catégorie très importante pour nous et pour les Français. Je pense que tout le monde a des problématiques de rangement chez lui. Et tous ces projets-là, cette complexité-là, clairement, c'est celle qui, spontanément, est la plus complexe à retranscrire en digital, puisque il est difficile de concevoir, il est difficile d'interagir avec un vendeur. Et donc, c'est là où on essaye progressivement
de faire un certain nombre de tests. Donc, j'ai parlé effectivement des cuisines à distance. L'innovation de la cuisine à distance, elle est basée sur des opérateurs spécialisés cuisine, ce sont des vrais vendeurs cuisine, ce ne sont pas des opérateurs de call center généralistes. Un outil de conception 3D, des plages horaires adaptées à la présence chez soi, c'est-à-dire si je veux commencer une plage de conception à 21h le soir, je peux le faire pendant 1h30. Ce n'est pas naturel et puis surtout, c'est complémentaire avec le magasin physique. Et puis, lorsqu'on est dans une logique d'inspiration, comment on arrive à retranscrire et à faire imaginer comment représenterait le produit dans son chez-soi et non pas dans un, comme on dit souvent, dans un appartement témoin qui n'est pas le nôtre. Et donc, on a testé une innovation pour une gamme de produits absolument stratégique chez nous avec Facebook. C'est les gammes de cloisons Alara, c'est notre nom de produit. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais à peu près 45% de nos produits que l'on vend chez Castorama sont conçus par le groupe, ce qui est aussi assez particulier, ce qui nous rapproche d'autres acteurs, je citerai Ikea ou Decathlon dans d'autres secteurs différents, qui conçoivent beaucoup de leurs produits. Nous, on est effectivement aussi un fort pourvoyeur de conception et d'innovation. Et donc, cette gamme que l'on a développée, qui est une gamme de cloisons complètement amovible, ajustable, totalement personnalisable, encore faut-il le démontrer comment ça se rend dans son chez-soi. On a développé cette innovation avec Facebook, avec un filtre Instagram, qui était de tester le design, les couleurs et la configuration dans son propre environnement avec de la 3D, de la réalité augmentée. C'était au départ une innovation qui nous permettait de tester un format nouveau qui existait chez Facebook. Et en réalité, en fait, ça s'est intégré parfaitement à ce lancement de gamme qui, bon, quand on l'a conçu, on ne pouvait pas anticiper que ça allait être aussi d'actualité avec le télétravail, mais qui a été parfaitement adapté, intégré par les clients. Et le résultat, il est absolument dingue, puisque en termes de notoriété, on a eu des résultats fantastiques par rapport à d'autres lancements qu'on a fait et puis par rapport à d'autres supports. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui était honnêtement le moins gagné d'avance, c'est qu'on a eu une pénétration des ventes en ligne, encore une fois sur quelque chose qui est plus complexe, projet, absolument inattendu, puisqu'on a dépassé plus de 20% de pénétration e-commerce sur cette gamme, qui, encore une fois, était assez complexe à vendre et à imaginer. Donc ça, c'est un exemple concret où comment le pragmatisme et l'innovation viennent servir une stratégie d'entreprise et une stratégie d'offre que l'on essaye d'être de plus en plus innovante et de plus en plus adaptée au changement des Français. Merci beaucoup pour ces deux exemples qui sont, je trouve, extrêmement parlants. Alors, sans transition, on va parler d'un autre sujet très important pour votre industrie. Il a été évoqué dans la présentation Facebook. Je l'ai évoqué également dans notre introduction. C'est la digitalisation du papier, puisque donc dans cette digitalisation en marche forcée, c'est un autre de vos chantiers, un peu plus long-termiste et un peu plus ancien aussi, puisque il n'y a pas forcément eu de rupture avec la crise. Néanmoins, écologisation de la consommation et législation également maintenant oblige. C'est un sujet où vous devez tous prendre un bras-le-corps et l'ensemble du secteur souhaite réduire son impact en termes de papier. Alors, le digital, on le sait, on l'imagine, peut être un allié. Comment tous les deux avez-vous réussi à avancer sur ce sujet, notamment à l'aide du digital, avec quels exemples, voilà, quelle a été votre stratégie? Je vais redonner la parole à Mathieu, qu'on n'a du coup pas entendu depuis quelques minutes. Alors effectivement, le tract ou l'imprimé sans adresse, c'est un média important pour la grande distribution. C'est quasiment la moitié de notre budget publicitaire. Et c'est un média qui est effectivement assez polluant, puisque dans des boîtes aux lettres, ça représente 35 à 40 kilos de déchets papier par an. Donc, la filière utilise du papier recyclé, mais tout le papier n'est pas recyclé. Donc, il y a un impact écologique que l'on souhaite travailler. Auchan était la seule enseigne en 2020 à réduire significativement son impact et le nombre de tracts distribués. Donc c'est un enjeu sociétal et c'est également un enjeu business, puisque encore une fois il y a une grosse partie de ce budget marketing qui est consacré au tract, simplement parce que ça reste un média efficace,
ça reste un média efficace pour présenter une gamme de produits assez large pour inspirer les consommateurs et déclencher le trafic en magasin. Donc, on est sur un média qui doit se transformer. Effectivement, ça va se faire de plus en plus rapidement puisque on avait jusqu'ici des stop pubs qui augmentaient toujours d'année en année. En 2019, c'était 20% des boîtes aux lettres qui n'étaient pas éligibles à la distribution de tracts. C'était pratiquement 30% sur le dernier mois. Et effectivement, comme vous le disiez, le 9 mai dernier, la loi est passée pour basculer, en tout cas, a été votée à l'Assemblée. Il reste encore à passer au Sénat, etc. Mais le Wiki Pub va devenir la norme. Et ça, c'est un vrai facteur de transformation fort pour la grande distribution, puisque si on se coupe de notre média principal, celui qui jusque-là était le driver de trafic, ça va supposer effectivement d'accélérer cette transition que l'on avait déjà amorcée. Donc, on a la nécessité de trouver de nouveaux médias qui permettent de répondre à cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, avoir la capacité de générer du trafic, de déclencher du trafic en point de vente en proposant une large gamme, il y a peu de médias le permettent. À la télé, à la radio, on a des difficultés de pouvoir présenter une largeur de gamme aussi importante. C'est pour ça que le tract avait beaucoup d'importance jusque-là. Et alors, le digital, pour ça, est une alternative qui fonctionne. Le premier point, c'est d'être en mesure de pouvoir digitaliser le support. Donc, c'est ce que on va faire d'ici quelques jours, quelques semaines. Le tract PDF sera disponible sur les messageries instantanées, WhatsApp et Facebook Messenger. C'est aussi distribuer cette version digitale du tract dans les nouvelles boîtes aux lettres digitales que sont les applications type Bonial, donc qui donne accès finalement à la consultation du tract digital dans des applis essentiellement mobiles. Donc, je dirais que c'est la première étape, celle de digitaliser le support, de transférer le support sur le digital. Mais le digital permet également de nouvelles opportunités pour aller au-delà de ce simple transfert de support qui est pas forcément du goût de tous. On n'a pas forcément tous envie de feuilleter un PDF sur un mobile. Donc certains sont très intéressés, mais d'autres attendent peut-être davantage. Et le digital, pour ça, est une belle opportunité. Raphaël l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, on multiplie le type de catalogue digital sur Facebook. D'abord, on a effectivement les instant experience, donc ces catalogues que l'on peut construire à la demande en intégrant dedans des formats vidéo, des mises en avant de produits, mais aussi du contenu. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer finalement un contenu plus large qui va au-delà du simple prix produit, mais qui propose du contenu. On a aussi la capacité, avec le digital, de proposer des contenus qui sont plus personnalisés. Pour les foires au vin, par exemple, on va pouvoir avoir des contenus qui sont différents en fonction des régions, puisque chaque région va avoir des consommations qui sont un petit peu différentes. Et donc, on a la capacité à proposer un contenu qui va être régionalisé. Et on a aussi la capacité à proposer des expériences qui sont plus personnalisées pour l'utilisateur. On a vu tout à l'heure l'exemple du saumon. On a également eu une opération sur la viande, donc une semaine de promotion sur la viande. Et on avait des instant expériences qui proposaient du contenu et des produits
qui était personnalisé en fonction du point de vente. Donc, plutôt que ce soit un tract générique qui soit poussé par la marque, c'était le boucher de votre point de vente. On avait sa photo, on avait son nom qui vous présentait l'offre. Et on l'a vu, les résultats sont encourageants. Le fait d'avoir cette proximité dans la communication générait des taux de clic, doublait en gros pratiquement le taux de clic. Donc on voit porter des messages localisés permet d'augmenter l'intérêt des consommateurs autour de nos produits. Et ensuite, il y a aussi la capacité que proposent des plateformes type Facebook de générer des carousels de produits, donc d'utiliser les flux produits que l'on peut avoir pour le e-commerce ou même sur les outils qui génèrent les tracts. L'idée étant de pouvoir pousser ces gammes de produits assez profondes dans des formats qui sont adaptés, où on retrouve le produit avec une mise en avant très e-commerce. Donc ça, c'est des choses aussi que l'on développe. Et on a d'ailleurs testé un produit qui s'appelle Dynamic Ads for Retail, qui permet de s'appuyer sur ces flux produits pour pousser une proposition qui est localisée, donc qui se nourrit de signaux faibles que Facebook a et qui permet de pousser un produit avec le stock. Donc ça aussi, c'est un élément important, en tenant compte du stock local auprès des clients. Donc on voit, il y a plusieurs solutions qui permettent de transférer ce qui aujourd'hui ce qui hier et encore aujourd'hui fait l'intérêt du tract, le fait de pouvoir proposer une gamme large et toucher une large audience, mais en profitant des opportunités digitales, simplement en transférant le transfert, mais en allant aussi beaucoup plus loin dans la personnalisation des contenus que l'on peut faire. Alors, je précise que le format Dynamic Ads for Retail dont vous parlez, qui effectivement va puiser en temps réel dans les stocks, est encore en bêta test, je crois, donc c'est un tout nouveau format. Merci de l'avoir évoqué. Alors, parlons résultats. Donc, si je comprends bien, vous avez effectivement coupé un budget qui concernait quand même un média roi depuis des décennies dans votre secteur. Vous l'avez transféré sur le digital. C'était pas forcément facile culturellement parce qu'on sait que le papier représente beaucoup pour votre secteur depuis des années en termes culturels. Castorama me disait pendant la présentation, c'est le média doudou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand vous avez fait ça? Quels ont été les résultats? Alors, le premier résultat, c'est déjà d'avoir la capacité à avoir une couverture de l'audience qui reste importante. On est sur le tract, mais aussi sur la radio, qui s'est elle-même digitalisée, sur des médias de masse, et on peut retrouver sur le digital cette approche. Donc déjà, c'était un premier enseignement d'avoir finalement la capacité à avoir cette puissance-là. Et ensuite, on a eu effectivement des tests de mix média qui ont été mis en œuvre en fin d'année dernière pour pouvoir justement mieux appréhender ces transferts et de pouvoir à la fois réduire le tract, mais aussi compenser cette réduction du tract par du digital. Et les enseignements sont encourageants puisque on se constate déjà, effectivement, quand on coupe le tract de manière sans transfert sur le digital, on a une baisse très significative du chiffre d'affaires, en tout cas significative pour la grande distribution. Et si on complète cette baisse, ou si on transfère simplement le budget sur le digital, on voit un double effet bénéfique. Le premier, c'est de maintenir, voire d'accélérer le chiffre d'affaires. Donc, on voit qu'il y a un chiffre d'affaires qui est supérieur à l'euro investi lorsque l'on transfère une partie du budget tract sur le digital. Et on a également un deuxième effet intéressant, celui de l'augmentation du recrutement. Et ça se comprend assez simplement.
en transférant une partie du budget sur le digital, on va toucher des nouvelles audiences, on va toucher des nouveaux clients. Et du coup, ça a un effet bénéfique également sur le recrutement, qui est un point clé pour notre industrie. Donc, des cibles plus jeunes, hein, j'imagine, que la cible traditionnelle qui a prévalu sur le papier dans la distribution pendant des années. Romain, en tant que distributeur, je sais que vous avez aussi de vraies convictions sur le sujet. On a beaucoup échangé pendant la préparation. Alors, quelle est la stratégie Castorama aujourd'hui et pour quels résultats? Oui, donc je ne reviens pas sur l'historique, hein. Je pense que Mathieu l'a parfaitement résumé. C'est un média absolument structurant et central, hein, dans la distribution, qu'elle soit alimentaire ou spécialisée. On fait partie, comme tout le monde, comme toutes les autres enseignes, des acteurs qui ont un poids tract, hein. Je différencierais les tracts des catalogues plus pérennes, qui sont les catalogues qu'on garde sur sa table quand on a une logique de projet, qu'on soit en cuisine, salle de bain, donc c'est des choses plus pérennes. Le tract, c'est des choses qui rythment, hein, l'activité commerciale. Et nous, on a décidé, on a opéré un certain nombre de tests, comme tout le monde. Par contre, on a été, je pense, un cran plus loin dans une logique où on a, sur la base, on a fait du media mix modeling, donc ce que Raphaël mentionnait tout à l'heure, une étude complète sur la contribution réelle et tangible de chacun des médias. Ça, c'était la première des choses. Et ensuite, on a opéré fin 2020 un test grandeur nature pendant 3 mois sur des magasins tests et des magasins témoins en dégrafant à peu près 30% du tract, en le remplaçant à l'euro près, ce qui est très compliqué quand on est dans du très local, sur des médias digitaux, dont des formats effectivement comme Instant Experience de Facebook. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et ça nous a permis de répondre à un sujet tangible que j'ai entendu plusieurs fois aussi dans ma vie passée, qui est, de toute façon, on a déjà testé, quand on dégrafe le tract, on a une chute de chiffre d'affaires. Alors, je réponds en général à cette question. Le but n'est pas d'enlever et de rien faire. On n'est pas là pour faire des savings, des économies financières. On est là pour travailler des médias et des formats qui sont plus ciblés, plus personnalisés. C'est le cas du digital, parce que le problème du tract, évidemment, c'est qu'on ne sait pas combien de gens le lisent réellement. On regarde l'impact en chiffre d'affaires et en trafic, mais on ne connaît pas la lecture et l'impact. Et en parallèle de ça, c'est aussi un sujet de responsabilité sociétale, puisque la partie RSE est un élément très central dans notre stratégie. Et c'est difficile d'avoir une posture de respect de l'environnement sur nos produits et d'un autre côté, continuer à envoyer toujours des centaines de millions de tracts tous les ans. Donc, on a décidé, sur la base de ce test très tangible, sur lequel on a prouvé des résultats, de dégrafer et de réduire dès février-mars cette année 30% de notre budget tract. Donc, ça a été acté, on l'a fait. Et les résultats actuels continuent à prouver qu'on est capable, avec le même investissement média dans le sens large du terme, mais transféré sur le digital, en particulier sur Facebook, mais également d'autres supports, de montrer que l'impact en trafic sur les points de vente, parce que là, on mesure quoi? On mesure le nombre de gens qui passent la porte du point de vente, parce que c'est quand même l'objectif du tract. Bien sûr, c'est de faire du chiffre d'affaires, mais comme nous, on est beaucoup sur du non transactionnel, ou sur du projet, ce qui est important, c'est de faire venir les gens en point de vente, qu'ils soient le point de vente e-commerce ou le point de vente magasin. Et donc, cette base de 30% qu'on a fait cette année, on va évidemment continuer cette lame de fond et encore réduire l'année prochaine le poids du tract dans notre mix média. En complément de ça, on digitalise beaucoup plus nos campagnes et nos opérations verticales. On lance cette semaine pour la première fois une brochure, un catalogue qui s'appelle Mieux Vivre, qui est justement là pour accompagner les clients dans cette nouvelle façon de vivre dans son habitat. Comment je construis une salle de gym dans mon garage, comment j'aménage mes combles, comment j'améliore mon salon pour en faire un espace de télétravail. Et cette brochure-là, qui est une vraie brochure d'une centaine de pages, qui va être envoyée en adressé cette fois-ci à nos meilleurs clients, elle s'accompagne d'un dispositif 360 avec des contenus qui ont été construits en digital, explicitement dans le cadre de cette campagne, pour accompagner le support papier. Donc d'un côté, on descend très fortement le tract purement commercial et on le remplace par des formats digitaux beaucoup plus ciblés, beaucoup plus personnalisés. Et de l'autre, on rend omnicanal des dispositifs beaucoup plus engageants, beaucoup plus inspirationnels, qui étaient à l'origine uniquement portés par des brochures et des catalogues. Voilà.
Donc, complémentarité inspirationnelle sur la brochure, qui effectivement, voilà, a un rôle chez vous, donc que vous ne souhaitez pas forcément diminuer, si j'ai bien compris, avec les instant expériences. Et de l'autre côté, réduction du papier avec valeur ajoutée moindre, avec des formats comme ceux d'Auchan sur… C'est ça, et sur la base encore une fois, de faits et de preuves que l'on peut démontrer sur la base de l'histoire et sur la base du test que l'on continue à faire, hein, des résultats qu'on suit, magasin par magasin, ce qui nous permet de prouver que ce n'est pas juste une posture d'entreprise, ce qui est un élément important, mais que c'est aussi un résultat économique pour les magasins. D'accord, parfait. Autre fer de lance du sujet, enfin en tout cas du secteur, la mesure. Alors, je tiens avant cela à préciser que Romain Rouleau ayant une activité très forte, il peut peut-être nous quitter dans quelques minutes. Donc, je préfère le dire pour ne pas, enfin, pour lui laisser la parfaite liberté de le faire. En tout cas, je reviens sur un sujet qui a été énormément évoqué par la présentation d'ailleurs avec Raphaël et qui est un sujet très important dans le secteur, c'est celui de la mesure. En sachant que ce sujet aujourd'hui se complexifie de plus en plus jour après jour, puisque quand on parle d'omnicanalité, on parle de fragmentation des parcours d'achat et donc des hypothèses qui deviennent de plus en plus multiples et de plus en plus différentes. Et c'est ce qui rend compliqué la mesure. Alors, je sais que Mathieu, c'est pourtant votre fer de lance et votre conviction, hein, puisque vous avez même parfait votre formation initiale pour vous plonger dans le sujet. Voilà, alors comment aujourd'hui on prend en compte ce sujet, comment on réactualise ces réflexes par rapport à cette omnicanalité nouvelle dans le secteur de la distribution? Alors effectivement, on le voit, on l'a évoqué, on a des mix médias qui évoluent, qui sont différents d'un consommateur à l'autre. On voit des mouvements assez violents. Hein. Castorama évoque 30% de coupures sur certains médias. Donc on a une complexité à être capable de comprendre l'efficacité de ces différents mix médias. Ça, dans un contexte où, on l'a vu également, le parcours client, lui aussi, se complexifie. Il mixe du digital et du physique. Donc, on doit être en mesure de pouvoir comprendre l'efficacité de médias qui sont omnicanaux sur des parcours de vente qui sont eux-mêmes omnicanaux. Et donc, on voit que on multiplie et on croise les difficultés et si bien qu'il devient très compliqué de pouvoir mesurer et de répondre à des questions très simples comme combien coûte le recrutement d'un client chez Auchan. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les techniques d'A/B testing que l'on a depuis toujours dans le marketing, hein, qui depuis toujours est très nourri par la data, montre un petit peu ses limites. On fait des tests, on en tire des enseignements, mais ensuite il faut extrapoler dans des combinaisons de formats et de médias qui sont très multiples. Et donc, on voit qu'on a un vrai changement de paradigme. On passe d'un monde où finalement la data suffisait à un monde où on bascule dans de la big data. De la big data parce que ces data, elles sont déjà un volume de données qui est très important. Hein. Auchan, c'est plus d'une quarantaine de sources de données que l'on agrège dans notre data lake. Et ensuite, c'est des données qui ont des structures qui sont très différentes entre des données de vente offline ou des données de vente online. On a de plus en plus de difficultés à créer des liens. D'autant plus que la législation se durcit avec la disparition des cookies progressives, le déploiement du consent mode et la RGPD au sens large. Donc on voit bien, ça devient de plus en plus complexe et on est obligé de se doter de nouveaux outils, de nouvelles technologies pour pouvoir répondre à ce besoin de mesure. Donc, le premier élément, c'est la data, la capacité à capter cette big data. Et ensuite, c'est la capacité à pouvoir interpréter cette data, de passer de la data à l'insight, alors que, comme on l'a vu, c'est très complexe. Et donc, pour ça, on a recours à des données, enfin, à de la modélisation, à de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre justement
les effets de levier de chacun des médias sur les parcours de course. Et en plus, petite complexité complémentaire par rapport à d'autres marchés, c'est le cas très très différent. Donc, il y a un vrai virage qui doit s'opérer et on doit à la fois développer les technologies, mais aussi les équipes qui permettent de répondre à ces nouveaux enjeux. Alors, vous me parliez, en fait, on parle très concrètement d'un MMM, sujet qu'avait évoqué. Je me permets peut-être alors d'évoquer, d'aller plus en profondeur sur des développements que vous ne souhaitez pas donner, mais on parle très concrètement d'un MMM. Vous me disiez que chez vous, et c'est peut-être intéressant de le raconter à notre auditoire, ça nécessitait effectivement la supervision, la superposition d'ailleurs de milliers de modèles différents qui tournaient avec différentes dimensions physiques, géographiques, etc. Est-ce que vous pouvez, même si je sais que votre modèle est encore en conception, est-ce que vous pouvez nous raconter davantage cette démarche? Alors effectivement, on développe des technologies spécifiques de modélisation, puisque généralement la modélisation, les MMM se basent sur une analyse temporelle, donc de comprendre les variations temporelles d'un média, par exemple, et son impact sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on le voit bien en 2020, analyser uniquement les tendances temporelles, c'est un peu délicat. Et nous, on se base beaucoup aussi sur des analyses de géolocalisation, où on compare les points de vente. Donc, ça nécessite d'avoir des outils qui modélisent sur plusieurs dimensions les choses. Et voilà, c'est effectivement des choses assez nouvelles qui n'existent pas. Donc, ça demande beaucoup d'investissement en recherche, en développement et en humain. Bon, j'espère partager bientôt ces résultats. Alors, je me permets de corriger un lapsus que vous avez fait parce vous parliez de 40 sources et on avait évoqué ensemble 400. Ce qui rend l'exercice beaucoup plus compliqué. Alors, ma dernière question, j'ai de la chance d'avoir encore Romain avec nous pour quelques minutes. Ma dernière question vous concerne tous les deux. On commencera par Romain. On a intitulé cette semaine Discovery Commerce Week, semaine du commerce de la découverte. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, donc, on a vu que cette découverte intégrait désormais le digital de manière prégnante. Est-ce que c'est le nouveau commerce d'aujourd'hui? Quel est votre avis sur le sujet? On commencera par Romain. Oui, donc je pense que j'ai pas beaucoup insisté sur cette logique de complémentarité des canaux, d'intégration du digital dans le point de vente. Je rajouterai un élément qui me semble assez structurant, c'est la complémentarité aussi des formats. En fait, le digital dans un magasin de 15 000 m² n'a sûrement pas ou probablement pas le même rôle que dans un magasin de 500 m². Pourquoi je parle de ça? Parce que, encore une fois, tout est une question de se positionner à la place du client et dans le cadre de la démarche dans laquelle il est. On a testé donc depuis maintenant quelques mois un magasin qui a un franc succès dans le centre de Lille, qui est un magasin d'environ 500 m², donc très urbain. On est dans un quartier en plein centre de Lille, avec un mix entre des étudiants, des propriétaires, et on trouve des clients dans cette typologie de magasins qui sont très différents en fait des clients qu'on a dans des magasins traditionnels, classiques, et qui sont aussi très différents dans leur interaction avec nos équipes et dans leurs besoins. On est réellement dans ce qu'on a volonté, nous, d'utiliser, qui est un peu le retour de la quincaillerie de quartier. Et donc, cette logique de proximité nécessite que notre façon de faire du commerce soit différente que dans un magasin dans lequel on prend sa voiture, on va sur un parking, et souvent, on y passe un peu plus de temps. Pourquoi je parle de ça? C'est que dans ce cadre-là, les services et les outils digitaux sont adaptés au format. Un exemple, quand vous avez à peu près 4000 produits dans un magasin de petite surface, comme je viens de vous décrire, comment fait-on pour refaire en sorte de faire comprendre qu'en réalité, l'enseigne Castorama en a 60 000 à proposer? Et donc là, le digital va être en interaction à l'intérieur du point de vente avec une logique d'accompagnement par le vendeur, mais en même temps des supports digitaux qui lui permettent d'accéder à cette offre élargie et surtout de pouvoir la récupérer dès le lendemain dans son magasin de proximité.
Donc ça, c'est typiquement des formats d'interaction et d'omnicanalité qui n'ont pas lieu d'être naturellement dans un grand format et qui l'ont beaucoup plus dans un format de plus petite taille. Donc, c'était un exemple que je voulais citer parce qu'il me semble important de toujours garder cette logique d'innovation et d'omnicanalité au service d'une réflexion et d'un besoin d'un client. Encore une fois, les clients ont des besoins divers et variés, petits ou grands. Ils sont dans un format, dans une interaction, dans un moment de vie différent. Et on doit adapter nos supports, nos technologies, nos innovations à ce moment de vie. Donc pour moi, c'est ça la nouvelle façon de faire du commerce. Je ne dis pas qu'on y est arrivé aujourd'hui. On est humble, on teste beaucoup de choses. Mais en tout cas, les premiers résultats qu'on a sur tous ces tests sont vraiment particulièrement concluants. D'accord, donc le digital finalement augmente les possibilités de choix. Exactement. Et pour répondre à l'augmentation et à la multiplication des besoins différents et d'individualisation des consommateurs. Mathieu, je suis désolée. Mathieu, votre avis sur le sujet, le nouveau commerce de la découverte? Alors moi, je vais dans le sens de Romain. Effectivement, on observe exactement les mêmes phénomènes, même dans les grands points de vente. Hein. J'étais il y a 15 jours au Mans et au Mans, effectivement, on a un rayon poussette où on a une dizaine de poussettes qui sont visibles et accessibles directement dans le point de vente. Mais grâce au e-commerce, on peut proposer 500 modèles. Donc, c'est la capacité à mixer ce parcours. Et c'est là qu'on comprend à quel point l'inspiration, elle vient du digital, elle amène en magasin, mais le magasin se nourrit du digital et on voit à quel point tout ça est mixé. Donc, on a beaucoup parlé d'inspiration, hein, et pour Auchan, inspirer, on est très humble aussi, c'est surtout inspirer l'envie de venir dans nos points de vente, qu'ils soient physiques ou digitaux, et inspirer, c'est trouver le bon produit que l'on met au bon prix pour justement déclencher cette vie. Et voilà, et ça c'est compliqué parce que ce déclencheur, il va être différent d'un individu à l'autre. Et tous les signaux faibles que l'on peut capter ne sont pas forcément simples à interpréter. Et les logiques d'industrialisation, de flux sont parfois un petit peu compliquées. On a besoin de régler tout ça. Si je prends les exemples de Dynamic Ads, on va tous acheter on va acheter une salade en point de vente, donc beaucoup vont consommer ce produit-là. C'est pas forcément un bon indicateur pour essayer de trouver le bon produit qui va être déclencheur. C'est pas parce qu'on fait une belle proposition sur la salade que ça va tout de suite, vous allez tout de suite faire demi-tour et venir dans le point de vente. Donc c'est la complexité à trouver et à inspirer les utilisateurs en interprétant tous ces signaux. Et ça, le digital nous aide de beaucoup, la transformation de l'entreprise aussi, hein, la transformation d'un point de vue data, la transformation d'un point de vue process, workflow, hein, comment on industrialise tout ça, parce qu'il y a un vrai enjeu d'industrialisation derrière tout ça. Hein, c'est beaucoup de plomberie et de choses à connecter pour être en mesure de proposer cette offre inspirante. Et voilà, et aujourd'hui, les leviers digitaux comme Facebook et Instagram sont de bons leviers parce qu'ils permettent à la fois d'offrir la puissance d'un média de masse. Hein, Raphaël le disait, Facebook, c'est 40 millions d'individus par mois, mais et aussi, la capacité de ciblage qui est très forte. Nous, sur les radios, c'est un média national, on ne couvre pas avec notre magasin tout le territoire français, donc on a un taux d'impression sur cible qui est pas très bon avec ces médias de masse. Avec ces nouveaux médias, avec les médias digitaux, on est capable de construire, de passer d'un marketing de masse à un marketing de masse ciblé. Donc, en gros, et la data, elle est au cœur de tout ça, mais il faut être data-driven pour être client-centric. C'est-à-dire que c'est toute la data, toute la technologie, toute la modélisation que l'on peut apporter au service du client et au service de communication inspirante qui déclenche l'envie de venir dans un point de vente, qu'il soit physique ou digital.
Je vous remercie infiniment, Mathieu. Ça sera le mot de la fin. Nous avons quelques questions, peu d'ailleurs, je dois dire. Romain, vous souhaitez peut-être nous quitter. Oui, voilà, je vais vous dire merci beaucoup. C'est Je ne moi voulais qui pas vous interrompre remercie en Mathieu. tout cas. Et Merci beaucoup à pour tous. cette gestion à flux tendu. Merci pour tout. Au Merci revoir, beaucoup. Romain. Et Bonne nous journée. restons ensemble. Nous restons ensemble. J'ai une question qui a été posée en début de webinaire, donc je lui donne la priorité. Et je crois qu'il s'appelle Gauthier, un webinaute, nous demande si on peut discuter des enjeux nationaux versus local en publicité. Alors Mathieu, vous êtes seul pour y répondre désormais. Donc les enjeux nationaux versus local sur la publicité et la gestion des communautés également. Alors ça, c'est aussi un des fers de lance, ou en tout cas des convictions très fortes de mon côté sur la nécessaire transformation des médias. Effectivement, on avait une approche média qui était souvent nationale et qui équivalait à dire finalement c'est un choix qui est le même pour tous les points de vente. Et on l'a vu, on a des formats de points de vente qui sont très différents. On a des zones de chalandise aussi qui sont très différentes, très urbaines ou très de la data collectif ou de la data individuelle. Voilà, c'est des modes de consommation qui sont très différents. Et donc, on a effectivement, moi, la conviction qu'on a la nécessité d'avoir un média de planning qui s'adapte au local. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a eu un mouvement global, je dirais, ces dernières années où on centralisait parce que le fait de gérer les médias, ça devenait de plus en plus complexe, notamment sur la partie digitale. Et donc, on avait une certaine nécessité d'expertise qui faisait qu'on recentralisait ces décisions. Et moi, j'ai la conviction qu'on doit davantage, justement, décentraliser ces prises de décision de manière à ce que le commerce soit le plus local possible et en tout cas répondre le plus à des aspérités et des différences locales. Donc, effectivement, on a une nécessité à aller vers un média planning qui soit beaucoup plus local. En ce qui concerne les communautés, effectivement, c'est un point de force aussi d'Auchan, puisque il y a un baromètre qui existe sur jebosseengrandidistribution.com qui met en avant les meilleures pages, les pages les plus actives sur les réseaux sociaux. Et globalement, sur le top 10, généralement, il y a 7 pages Auchan dans le top 10 des pages les plus actives de la grande distribution. Donc ça, c'est une vraie fierté, le fait d'avoir ces contenus qui sont authentiques, qui sont simples et qui sont réalisés directement depuis les points de vente pour parler autour du point de vente de manière là aussi très humble et très complémentaire d'une communication promotionnelle qu'on peut avoir au niveau national. Donc, tout à fait d'accord sur la nécessité de géolocaliser le media planning et aussi les contenus pour gagner en authenticité et en proximité avec nos clients. Gauthier me demande du coup s'il y a des community managers sur chaque point de vente. Et on passera ensuite à une question qui, je suis sûre, va beaucoup vous plaire sur tout ce qui est données et mesure de la donnée. Oui, donc la réponse sur le community manager, peut-être. Chez Auchan, on a 148 community managers locaux. Donc, il y a effectivement la nécessité. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui sont à plein temps. C'est souvent des gens qui ont un autre rôle dans le point de vente local. On va prendre un exemple d'une assistante de direction ou quelqu'un qui va s'occuper du commerce. Voilà, donc c'est des nouvelles expertises qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir répondre à ces sujets, parce qu'on ne s'improvise pas tous community manager. Donc, il y a un vrai rôle d'accompagnement. Mais je dois dire, aujourd'hui, ça fonctionne bien et on est très content justement de cette capacité d'Auchan à produire ces contenus locaux qui répondent aux besoins de nos clients, puisque on a globalement un taux d'engagement qui est bien supérieur sur tous nos contenus locaux que sur nos contenus nationaux. Alors, deuxième, donc, Gauthier nous parle de l'onboarding, qui, à mon avis, est un sujet, pour le coup, à part entière de transformation et conduite au changement. Je vais donc me permettre de passer à une autre question qui va vous plaire, puisque je sais qu'on avait beaucoup parlé ensemble, enfin, vous aviez beaucoup évoqué une radicalisation législative récente qui pouvait justement pénaliser ces recherches
d'individualisation commune aux consommateurs et aux marques. Comment mesurer efficacement les ventes offline avec les nouvelles politiques de cookies et de traçage de données type iOS ou Firefox? Alors, c'est une bonne question. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, la législation se durcit et finalement, l'approche déterministe, c'est-à-dire l'approche où on a des relations 1-1, où on mesure utilisateur par utilisateur, ne sont de moins en moins possibles et de toute façon de plus en plus baisées, dans la mesure où, on l'a vu, il y a une explosion de l'omnicanalité des parcours et l'omnicanalité des médias. Donc, finalement, c'est très difficile de relier. Donc finalement, la disparition de cette technologie de tracking, on va dire celle qu'on avait jusque-là, ça a moins d'impact dans un monde où finalement on passe par la modélisation pour comprendre l'efficacité de ces écosystèmes. Le tracking va permettre de créer des signaux faibles que l'on vient intégrer dans nos data lakes qui ensuite sont interprétés pour pouvoir répondre à ces questions de mesure de la performance omnicanale. Merci en tout cas pour cette grande sincérité de réponse dans vos questions. Le temps de l'échange et le temps de la session retail s'achève. Je vous remercie tous. Je remercie encore Romain qui nous a quittés. Je vous remercie Mathieu pour tout ce que vous nous avez expliqué. Je remercie encore Amélie et Raphaël pour leurs précieux insights d'introduction. Pour la suite des événements, c'est demain à 10h. Donc, nous poursuivons notre exploration des enjeux de social commerce, cette fois-ci sur la thématique de la grande consommation. Vous le verrez, pour les habitués de nos explorations sectorielles de cette semaine, il y a des enjeux qui sont extrêmement similaires et nous aurons la chance d'accueillir deux marques de groupes de référence sur ce secteur que sont Nestlé et L'Oréal, avec Élise Ducret, CMO du groupe L'Oréal, et Samuel Barouk, directeur marketing de Nestlé, qui nous raconteront comment ils ont réinventé et comment ils ont su faire face à ces nouveaux comportements et ces nouveaux besoins en termes de comportement d'achat. Le lien vient d'apparaître dans le chat pour vous inscrire à la session de demain spéciale grande consommation et CPG. N'hésitez pas, ça commence à 10h, comme tous nos rendez-vous depuis mardi. Donc, je vous y attends. Et d'ici là, bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bonne journée, merci à tous. Au revoir.